Dans une salle de sport, deux groupes de combattants se font face. Les boxeurs anglais, gants au poing, et les pratiquants de Muay Thai. Au fond, près des tatamis, les judokas s'échauffent pendant que les fighters MMA finissent leur sparring au sol. Tous sont persuadés de pratiquer le meilleur des sports de combat. Mais qui a raison? Lequel est le plus fort? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Commençons par le plus évident, la capacité à frapper. C'est transférer de l'énergie d'un corps A vers un corps B. Et cette énergie, on peut la mesurer. En physique, on parle en newton, une unité qui mesure la force appliquée lors d'un impact. Pour vous donner une idée, un newton, c'est à peu près la force que vous exercez en soulevant une pomme. Bon, c'est pas très impressionnant. Maintenant, imaginez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de newtons, concentrés sur quelques centimètres de votre visage. En boxe anglaise, un amateur moyen frappe entre 800 et 1200 newtons. Un professionnel, on monte entre 2000 et 6000. Maintenant, passons au coup de pied. En taekwondo, un coup de pied standard tourne autour de 6500 newtons. En Muay Thai, c'est à peu près pareil, un coup de pied circulaire bien placé peut atteindre entre 4000 et 9000 newtons. La différence entre les deux sports vient surtout de l'exécution. En taekwondo, les frappes rapides misent sur la vitesse et l'effet fouetté pour créer un impact sec et précis. Alors qu'en Muay Thai, les mouvements plus lents engagent tout le corps et se prolongent après l'impact. Cela donne des coups plus lourds et destructeurs, avec une sensation différente de combat, malgré une puissance globale équivalente. Il est temps de mettre les disciplines en face à face. Quel est le meilleur sport de combat? Un homme nommé Onomaste de Smyrne devient le premier champion olympique de pugilat, l'ancêtre de la boxe. À l'époque, pas de gants, pas de round, juste deux hommes, leurs poings et la volonté de rester debout. Des siècles plus tard, l'anglais James Fick devient le premier grand champion de boxe moderne. Mais c'est qu'au 19e siècle qu'il y a la révolution, le marquis de Queensberry. 16 règles, des gants obligatoires. Des rounds de 3 minutes, un décompte de 10 secondes pour les knockdowns et surtout une philosophie nouvelle, privilégier l'agilité plutôt que la force brute. La boxe devient un art et aujourd'hui, un boxeur professionnel maîtrise plusieurs principes. Le jab, c'est le coup qui contrôle le combat. Le crochet, le coup qui fait tomber, et l'uppercut, le coup le plus dévastateur de la boxe. Le problème, pas de coup de pied, pas de technique au sol, une portée limitée à 80 cm maximum. Le boxeur est roi dans sa zone, mais face à un pratiquant de Muay Thai qui garde ses distances, c'est fini pour lui. D'ailleurs, est-ce que ce sport-là a des défauts lui ? La Thaïlande n'existe pas encore, et des guerriers développent un art martial brutal né de la nécessité de survivre, le Muay Boran, l'ancêtre du Muay Thai, pas de règles, pas de gants, juste de la survie. Puis vient la légende de Naikanom Tom, un guerrier thaï capturé par les Birmanes lors de la guerre d'Ayutthaya. Pour prouver sa valeur, il affronte 10 combattants birmanes consécutivement et les bat tous. Chaque année, le 17 mars, la Thaïlande célèbre cet exploit, le Muay Thai Day. Au début du XXe siècle, le Muay Thai se modernise, influence de la boxe anglaise, des gants, des rounds et des règles. Mais le Muay Thai a un prix. L'entraînement est brutal, les tibias se formatent en cognant contre les paos, encore et encore. La douleur est constante, les fractures fréquentes. Tibia contre tibia, c'est la loterie, parfois ça tient, parfois ça casse net, et au sol, le Muay Thai est démuni. Peu de techniques de lutte, aucune soumission, un fighter de Jiu-Jitsu qui arrive à amener le combat au sol, et c'est terminé. Le Taekwondo, on le critique souvent pour les mêmes raisons. C'est une discipline de percussion, de distance. En Taekwondo olympique, les règles accentuent encore ce biais. On teste la précision, le timing, le toucher, mais pas la puissance réelle. Mais pourtant, le Taekwondo traditionnel inclut des techniques de projection, des frappes de coude dans les côtes, le visage, la nuque, ou le dos. Juste, elles ne sont pas montrées en compétition. Elles sont souvent reléguées à l'autodéfense. Résultat, beaucoup d'athlètes de haut niveau ne les connaissent même pas ou ne les maîtrisent pas réellement. Alors, finalement... Les anciens avaient-ils raison? Dans la cage, deux hommes se font face. Kevin Jackson contre Frank Shamrock. Juste avant le combat, Shamrock déclare avec un calme déconcertant: les lutteurs ont besoin d'une leçon en soumission. Je suis la personne pour la leur donner. Le combat dure 16 secondes, armbar, soumission, fin. Jackson, médaillé olympique, 2 fois champion du monde, vient de se faire soumettre par une technique que les Grecs antiques pratiquaient déjà il y a 2700 ans. Cette année-là, une nouvelle discipline fait son apparition au jeu,
le pancrace. Boxe, lutte, coup de pied, éclair articulaire, étranglement, tout était permis. Enfin presque. Les Grecs n'avaient établi que 2 règles, pas de morsure et on n'arrache pas les yeux. Pas de catégorie de poids, pas de limite de temps, pas de round, les combats se terminaient uniquement par soumission et en perte de conscience ou en décès. Et leur arsenal technique était complet et impressionnant. C'était aussi une préparation militaire. Lors de la bataille des Thermopyles, Hérodote rapporte que les guerriers grecs se battaient à main nue et aux dents une fois leurs lances et épées brisées. Le pancrace leur avait fourni cet entraînement. En Europe médiévale, c'était du combat quasi militaire. Des armures réelles, des lances, des vraies blessures. Mais progressivement, l'entraînement de guerre devient un spectacle ritualisé et réglementé. L'introduction de la barrière qui divise la piste, les lances conçues pour se briser au contact et les armures spécialisées uniquement pour les joutes. Tout ça marque une évolution cruciale, la séparation entre sport et efficacité au combat réel. Pour la première fois, on commence à optimiser pour le spectacle plutôt que pour la létalité. Au 19e siècle, tout change. Les règles de Queensberry apparaissent, on impose les gants, les catégories de poids et les rondes limitées. On codifie la boxe anglaise. Surtout, on réduit la discipline, plus de lutte, plus de coups au pied et plus de combats au sol. C'est là que la boxe devient un sport centré uniquement sur les points. Résultat, un boxeur devient très fort, mais seulement dans ce domaine. Au 20e siècle, cette logique se renforce, les arts martiaux deviennent des sports organisés, chacun avec ses propres règles, ses propres compétitions. Chaque discipline adapte ses règles pour être moins dangereuse et plus spectaculaire. On retire les techniques trop dangereuses de Jujutsu au judo, les frères Gracie développent le Brazilian Jiu-Jitsu en insistant sur le combat au sol. Alors, on arrive à la fin du 20e siècle et les sports de combat sont totalement fragmentés. Les boxeurs ne font que de la boxe, les lutteurs ne font que de la lutte et les karatékas ne font que du karaté. Chacun reste dans son délire. Et c'est là qu'on se dit... Attends, ça donnerait quoi si tous ces spécialistes s'affrontaient dans un même combat? C'est le premier UFC, le championnat ultime de combat. Un tournoi, 8 combattants, pas de catégorie de poids, pas de limite de temps, presque pas de règles, c'est la MMA. La salle n'est remplie qu'à moitié, les revenus sont modestes, les gros noms du combat refusent de participer, mais ce soir-là, Royce Gracie remporte le tournoi en utilisant le Brazilian Jiu-Jitsu. Pour la première fois, une audience télévisée découvre qu'un combattant de grappling au sol peut dominer complètement des frappeurs, des lutteurs ou des karatékas. Le mythe de la spécialisation commence à se fissurer. Mais c'est 4 ans plus tard qu'on s'en rend vraiment compte. Lors du combat qu'on parlait tout à l'heure, celui entre Kevin Jackson et Frank Shamrock, l'armbar a tout changé et Jackson n'a pas été dominé en lutte. Il n'a même pas eu le temps d'échanger des coups. Il s'est fait soumettre comme si la bataille était décidée avant même qu'elle commence. Parce que Jackson n'avait aucune défense contre les soumissions. Alors finalement, les Grecs avaient raison. Un système sans spécialisation obligatoire où la seule règle c'est peu importe la façon, bat ton adversaire, ça produit les meilleurs combattants. L'UFC a forcé un retour au pancrace. Là où les autres disciplines excellent dans un domaine précis, la MMA refuse la spécialisation excessive. Il l'oblige à tout apprendre et à tout comprendre. Elle supprime les zones de confort, une faiblesse, elle sera exploitée, un retard, il sera sanctionné. C'est pour ça que le MMA est exigeant. Le MMA ne cherche pas à être le meilleur, il force simplement à être complet. Et je crois bien que c'est pour ça qu'il représente aujourd'hui la forme la plus aboutie du combat moderne. Et dans la rue, dans un ring de boxe, vous savez exactement ce qui va se passer. Si ça tourne mal, l'arbitre arrête tout. Si vous tombez, on vous laisse vous relever. Si vous gagnez, c'est fini, vous rentrez chez vous. Dans la rue, il n'y a rien de tout ça. Aucune règle. Vous pouvez frapper quelqu'un aux yeux, à la gorge, aux parties génitales, lui aussi. Et si vous pensiez que votre ceinture noire de taekwondo ou vos années de jiu-jitsu vont vous sauver, désolé de vous l'annoncer, c'est probablement faux. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit jamais dans les dojos. Sous stress extrême, votre cerveau change complètement. Votre corps sécrète de l'adrénaline, du cortisol, de la noradrénaline. Votre vision se rétrécit, le tunnel de vision. Vous ne voyez plus ce qui se passe sur les côtés, votre audition se brouille, vous n'entendez plus les gens autour, vous ne comprenez plus les ordres. Et votre agressivité explose. Un fighter de MMA entraîné dans une cage, habitué à des règles, devient soudainement 10 fois plus stimulé qu'il ne l'a jamais été en compétition. Maintenant, imaginons un scénario. Vous sortez d'un bar, 3 types vous entourent, ils veulent votre téléphone, votre portefeuille. Vous êtes ceinture noire de Jiu-Jitsu, champion de votre catégorie, vous savez soumettre n'importe qui au sol. Alors, vous tentez une projection sur le premier. Vous l'amenez au sol, vous contrôlez sa position, vous cherchez l'étranglement. Et pendant ce temps, les 2 autres vous frappent dans les côtes, dans la tête, encore et encore. C'en est fini pour vous.
Parce que voilà la vérité brutale sur les combats de rue. 1 contre 1 avec de l'entraînement, vous avez une chance. 1 contre 2 adversaires aguerris, très peu de gens s'en sortent. Et 1 contre 3, c'est pratiquement impossible. Les agresseurs le savent, c'est pour ça qu'ils attaquent rarement seuls. Ils évaluent leur cible, ils estiment leurs chances de succès et ils maximisent leur probabilité en étant plusieurs. Alors, comment gérer plusieurs adversaires? Eh bien, fuyez, parce que c'est votre seule vraie option. Et là, le Jujutsu ne sert à rien, le judo non plus. Même la boxe devient dangereuse parce que vous avez besoin de vos 2 bras pour vous protéger. Et un adversaire dans votre dos, c'est la fin. Mais le pire scénario, c'est si l'agresseur a un couteau. À ce moment-là, peu importe votre niveau, peu importe votre discipline, vous allez saigner. Il n'y a rien de plus rapide que le temps qu'il faut pour poignarder quelqu'un. Un amateur avec un couteau, un champion de MMA sans armes. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qui marche contre un couteau? Les arts martiaux traditionnels qui intègrent les armes. Le Kali, l'eskrima philippin, le Silla indonésien. Le Krav Maga a des techniques spécifiques. Garder les mains entre l'agresseur et soi-même. Déplacer la ligne d'attaque, neutraliser la main armée en premier, et pour moi, c'est clairement la discipline la plus efficace dans la rue. Pourquoi? Parce que c'est le seul système conçu spécifiquement pour la rue, pas pour la compétition, pas pour les points, mais pour la survie. Développé pour l'armée israélienne, le Krav Maga enseigne des frappes aux points vitaux. Yeux, gorge, parties génitales, tout ce qui est interdit dans les sports de combat. Il enseigne la gestion du stress, comment rester calme sous adrénaline, comment prendre des décisions rapides. Il enseigne la défense contre les armes, couteau, bâton, pistolet, saisie, et surtout, il enseigne comment gérer plusieurs adversaires. Comment les aligner, les neutraliser et créer une brèche. L'objectif n'est jamais de gagner, c'est de survivre et de fuir. Sinon, il y a le MMA, parce que la polyvalence reste un atout, ou encore la boxe anglaise, mais seulement les points. Après, malgré tous ces arguments, il y a quelque chose qu'on doit vous dire. Dans la rue, vous n'aurez pas de deuxième chance. Et ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas votre technique, mais votre prévention. Ne pas aller dans les zones dangereuses, éviter les regards qui provoquent, reconnaître les signes d'une agression imminente. C'est votre gestion du stress, votre capacité à rester calme sous adrénaline, à prendre des décisions rapides et à contrôler vos émotions. Parce que votre efficacité réelle dépend de votre histoire personnelle, de votre réaction naturelle au danger. Alors oui, entraînez-vous, apprenez à vous défendre, choisissez une discipline qui vous correspond, mais ne croyez jamais que ça suffit. Vous ne pratiquez pas un art martial pour vous défendre dans la rue. Vous pratiquez pour le développement personnel, pour la discipline et pour la confiance en soi. Alors, quel est le meilleur sport de combat? Eh bah, ça dépend de toi. Tu aimes la technique pure? Fais de la boxe. La variété debout? Le muay thai. La complétude et l'adaptabilité? Le MMA. Le contrôle et la domination? La lutte. Il n'y a pas de réponse universelle. Et c'est pour ça que le débat existe depuis toujours. La vraie réponse n'est pas dans le sport, mais en toi. Le meilleur sport de combat, c'est celui que tu pratiques vraiment.